lecture que j'ai faite fin novembre. Donc je sais que je suis très en retard sur ces vidéos-là puisque j'aurais dû tourner celle-là il y a longtemps. J'aurais dû même déjà vous tourner celle du mois de décembre. Donc je me suis laissée un peu engloutir par le temps et j'ai pas réussi à bien gérer en cette fin d'année 2022. Maintenant qu'on est en 2023, je vais essayer de rattraper un peu mon retard, mais ça va être petit à petit, sans doute sur tout le mois de janvier. Je vous sortirai une vidéo pour les lectures de décembre, une seule vidéo au lieu de faire par quinzaine parce que comme ça je gagne un peu de temps et en plus j'ai pas lu énormément en décembre donc ça devrait être assez rapide et ensuite j'espère retrouver mon rythme normal. On va commencer tout de suite. Donc en cette deuxième partie de novembre, j'ai lu 5 romans qui ont été dans l'ensemble des bonnes lectures à part une déception. On y va tout de suite. On commence tout de suite avec Baby Cakes de Armistead Maupin, publié aux éditions 10-18. Dans cette très vieille collection, depuis ils les ont ressortis avec des très jolies couvertures. Ce tome-là, c'est le tome 4 des Chroniques de San Francisco et j'étais hyper heureuse de le lire puisque ça fait 12 ans qu'il était dans ma palle. Je l'avais acheté juste après avoir lu les 3 premiers tomes. Je l'avais laissé traîner et ensuite je m'étais dit j'ai oublié l'histoire des 3 premiers donc je ne peux pas le lire tant que je n'ai pas relu les premiers. Et comme j'avais pas spécialement envie de relire les premiers, voilà, 12 ans ont passé. Donc je suis hyper contente de l'avoir sorti de ma balle, ça me fait vraiment ça me rend vraiment trop satisfaite. Il me reste encore le tome 5 que j'ai depuis 12 ans, mais j'ai bon espoir que cette année en 2023, il va y passer aussi. Donc dans ce tome 4, on amorce quand même un petit tournant dans l'histoire, puisque les personnages vont prendre des chemins assez particuliers, notamment Michael Tolliver qui va aller vivre pendant quelques mois en Angleterre. Il va faire une sorte d'échange d'appartement avec quelqu'un d'autre qui lui va venir vivre dans son appartement à San Francisco et donc rencontrer Marianne, Brian et tous les autres. Alors je peux pas vraiment dire beaucoup de choses sur ce tome parce que ce serait vraiment spoiler des moments importants qui attendent les personnages. Mais j'ai été un peu déroutée par ce tome. Je dois dire, je pense l'avoir un peu moins aimé que les autres, même si c'était une bonne lecture. La première des choses, c'est que Marianne, j'ai pas du tout aimé la façon dont elle tournait. Là encore, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai trouvé son comportement vraiment inconséquent, très égoïste. Elle pense pas du tout à autrui. Et j'ai pas aimé sa façon de tourner. Je préférais quand c'était une jeune fille du début, qu'elle était limite un peu paumée et qu'on s'identifiait plus à elle. Là, je trouve qu'elle est devenue orgueilleuse, un peu pédante et elle a une action qui m'a un peu écœurée dans ce roman, qui m'a vraiment pas fait plaisir et qui fait qu'elle descend vraiment beaucoup dans mon estime, même si tout est expliqué sur pourquoi est-ce qu'elle fait ça, mais j'ai quand même eu énormément de mal à adhérer. Au niveau des autres personnages, c'était intéressant, mais j'ai moins aimé quand même que leur quête, on va dire, ou leur fil, leur intrigue à chacun que dans les autres tomes. Et il m'a manqué aussi peut-être ce fil rouge qu'on avait dans les autres tomes tout au long et qui se résolvait à la fin. Là, on n'a pas vraiment ça dans ce tome-ci. Ceci dit, il y a toujours cette ambiance de San Francisco qui est hyper bien retranscrite. Là, on a en plus l'ambiance de Londres qui est assez sympa de voir Londres par les yeux d'un Américain. Et on a toujours cette façon de faire qu'a Armistead Maupin où les personnages vont se rencontrer, où les coïncidences sont énormes et font que tout finit par être lié, que plein de petites choses auxquelles on ne prête pas attention pendant le roman finit par être important à la fin et à mener à un certain point. Et là, c'est vraiment le cas également. C'est même très gros, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était pareil. Je peux pas vraiment détailler pour pas spoiler. Mais j'ai trouvé que pour arriver à quelque chose de satisfaisant pour certains des personnages principaux, on massacrait un peu, c'est le cas de le dire, certains des personnages secondaires et ça m'a fait un peu de peine, même si c'était pas forcément des personnages importants, mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus, on va dire, respectueux de ces personnages. Là, ils étaient balancés en pâture, c'est presque fait de manière loufoque, mais du coup ça m'a fait un peu de peine pour les personnages.
Donc je vais continuer la saga en 2023. J'espère vraiment pouvoir la finir, alors peut-être pas en 2023 parce qu'il me reste encore 6 tomes je crois, mais avancer de manière significative dessus. Ensuite, on va passer à un manoir en Cornouailles de F. Chase, publié aux éditions Nil, ici. F. Chase, c'est une autrice dont j'avais déjà lu un des romans, Les filles du manoir Foxcott, qui est paru après, toujours chez les éditions Nil. Et j'avais bien aimé, c'était une bonne lecture avec une alternance passé-présent, très orientée secret de famille, manoir, voilà, grand domaine qui recèle plein de mystères, mais il m'avait manqué quelque chose pour adorer. Je trouvais que ça manquait un peu d'émotion et voilà, il manquait un petit quelque chose en comparaison avec Kate Morton où là je suis complètement happée. Encore, bon, j'en ai lu qu'un seul de Kate Morton, mais j'avais vraiment eu ce côté où je suis à fond dans l'histoire. Là, j'avais été un peu déçue. Du coup, j'avais celui-ci dans ma palle. Et j'avais vu énormément d'avis positifs. La plupart des avis que j'avais vus d'ailleurs étaient parlés de coup de cœur. Donc j'étais un peu plus confiante pour celui-ci. Et avec Sybille du compte Sib Sunset Avenue, je vous mettrai son nom dans la barre d'infos, on a décidé de le lire ensemble en novembre. Alors on a des goûts, je pense, qui sont assez similaires. En général, on aime à peu près les mêmes choses. Mais pour ce roman-là, on a eu des opinions opposées. Pour Sybille, ça a été un quasi coup de cœur, il me semble. Vous pouvez, ouais, je pense même qu'elle dit vraiment coup de cœur. Vous pouvez aller voir la vidéo où elle en parle, je vais vous la mettre également. Et elle a aussi fait un post Instagram. Et pour moi, ça a été une déception. Après, ce qui est marrant, c'est que comme je vous disais, moi j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai été déçue, puisque j'en attendais beaucoup. Mais Sybille, par contre, elle avait vu énormément d'avis négatifs. Du coup, elle s'attendait à rien et elle a été hyper surprise. Donc finalement, c'est peut-être la meilleure manière d'aborder un roman. Dans ce roman-là, on va suivre une famille, on va avoir une double temporalité. D'un côté, on est dans les années 60, la fin des années 60 dans les Cornouailles, et on est dans une grande demeure qui s'appelle les Lapins Noirs. Et on va suivre une jeune fille, Amber, et ses parents, ses frères et sœurs. Il va y avoir un drame qui va toucher cette famille et on va la suivre pendant l'été et l'année d'après en train de se reconstruire. Et en même temps, dans le présent, on va suivre une autre jeune femme, Lorna, qui est en train de chercher un endroit pour se marier. Elle va tomber sur ce manoir et elle se sent irrésistiblement attirée par lui. Elle sent qu'elle a une connexion avec cet endroit, même si elle ne sait pas vraiment l'expliquer. Elle sait que quand elle était jeune, avant que sa mère décède, elle l'a emmenée assez souvent à cet endroit-là, mais elle ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'était une coïncidence? Est-ce que juste sa mère adorait l'endroit, la région? Ou est-ce que ça avait un sens? Et du coup, elle va en quelque sorte enquêter. Enfin, elle n'enquête pas vraiment, mais elle va finir par s'imprégner du lieu, y rester et découvrir petit à petit les secrets qui y sont présents. Alors, comme dans beaucoup de romans, la double temporalité, j'ai largement préféré la partie dans le passé. J'ai trouvé que le personnage de Amber était beaucoup plus attachante. J'ai beaucoup aimé la suivre. J'ai trouvé que cette partie était très intéressante. On sent, il y a beaucoup plus de tension et de drame. On sent que ça va arriver. On sait qu'il va y avoir un drame, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et voilà, on a hâte de savoir. Et en même temps, comme on sait que ça va être triste, on a un peu peur d'y arriver. Par contre, la partie dans le présent ne m'a pas plu. J'ai trouvé que Lorna était un personnage finalement très fade, assez capricieuse, égoïste, un peu instable. J'ai eu du mal à comprendre ses motivations, son caractère, à m'attacher à elle. J'ai vraiment pas adhéré à ce personnage. Donc forcément déjà ça diminue un peu la note quand on aime que la moitié du roman. Et en même temps, j'ai pas non plus aimé la plume. Je trouve que F. Chase n'arrive pas à retranscrire suffisamment d'émotions. Je trouve que ça reste, même si ça se lit très très vite, je trouve que ça reste trop plat. Moi, ça me procure rien. Dans l'ensemble, j'oublie très vite ce que j'ai lu. Donc finalement, ça reste une petite déception pour moi. Et comme voilà, j'ai pas trop aimé celui-là et j'ai aimé sans plus les filles du manoir Foxcott, je pense que je vais m'arrêter là pour cette autrice et je vais les revendre puisque c'est pas
puisque ce n'est pas fait pour moi. Voilà, vraiment pas top. J'ai fait ce que j'ai pu en mettant une lampe ici pour éclairer un peu, mais je vois que ça donne une couleur un peu jaunâtre. Malheureusement, c'est ce qui se passe quand on filme en hiver. En rentrant après le boulot, il fait forcément noir. Donc, je m'adapte comme je peux. J'espère que ça ira quand même pour vous. On va continuer avec le troisième roman qui est Une trace dans le temps de Jodi Taylor, publié aux éditions Hervé Chopin. Alors, c'est la saga des Chroniques de Sainte-Marie dont je vous ai énormément parlé ces derniers temps, puisque j'en ai parlé, il me semble, dans mon Follow My Read. Je parle du tome 5 dans le troisième Follow My Read qui va sortir bientôt, ou qui sera peut-être déjà sorti quand vous aurez vu cette vidéo. Et c'est une saga que j'adore. Pour en reparler un peu, même s'il me semble que je l'ai déjà mentionné, j'avais bien aimé le premier tome en y trouvant quelques défauts. J'avais été déçue vraiment par le deuxième tome, et ensuite j'ai beaucoup aimé le troisième. Là, j'ai beaucoup aimé le quatrième et j'ai adoré le cinquième, mais ça, je vous en reparlerai une prochaine fois. Dans ce tome-là, on suit toujours Maxwell, qui est une historienne. Maxwell, c'est une historienne qui travaille à l'Institut Sainte-Marie, qui est un institut où ils font des recherches sur des événements historiques d'un point de vue contemporain. En gros, ils voyagent dans le temps, mais ils ne veulent pas le dire de cette manière. Et en fait, ça leur permet, ils travaillent avec une université qui va leur donner des missions, leur dire par exemple, on veut savoir comment s'habillaient les gens à telle époque, ou on veut savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors de cet événement historique. Par exemple, dans le tome 3, elle va aller au moment de la guerre de Troie. Et dans ce tome-là, dans le tome 4, on va on va amorcer vraiment un tournant dans l'histoire. Je ne peux pas dire pourquoi, puisque bien sûr, c'est un tome 4, mais j'ai beaucoup aimé la direction prise. J'ai encore plus aimé là où ça va dans le tome 5, notamment parce qu'ici, on va se concentrer sur Maxwell et sur un autre personnage avec qui elle a une relation plus ou moins compliquée. Et cette relation, j'avais beaucoup de mal avec dans les premiers tomes. Je trouvais qu'elle était souvent enrichie artificiellement en drame et ça me plaisait pas, j'arrivais pas à accrocher. Je trouvais que parfois elle se comportait vraiment super mal. Et voilà, du coup je l'aimais un peu moins, alors qu'à la base c'est un personnage que j'aime beaucoup. Elle a beaucoup d'humour, on peut s'attacher facilement à elle. J'aime bien son caractère parce qu'elle est c'est à la fois une battante, elle est très courageuse et en même temps elle a plein de failles. Elle admet qu'elle est flippée, qu'elle est maladroite, qu'elle n'a pas géré tel moment. Et j'aime beaucoup ça chez un personnage. Donc là, ce tome 4 m'a fait énormément plaisir. J'ai adoré le lire. En plus, j'ai beaucoup aimé les voyages qu'ils font. Ils vont notamment dans l'Égypte ancienne brièvement. Ils vont à Pompéi aussi. Donc c'était vraiment super cool à lire. Et bon, j'ai déjà lu le tome 5, donc j'ai vraiment adoré. Du coup, j'ai hâte de lire le tome 6. Ensuite, on va passer encore à une saga. Cette fois-ci, c'est L'héritage de la Villa aux étoffes de Anne Jacobs, publié aux éditions Charleston. Donc cette fois-ci, c'est un tome 3. J'en ai longuement parlé dans le deuxième Follow My Read, dans lequel je vous en parle en faisant des spoilers. Mais pour cette vidéo update lecture, je ne vais pas spoiler, je vais vraiment vous faire un avis plutôt général. Il faut savoir que cette saga, j'ai adoré le tome 1, ça avait été un énorme coup de cœur. Et le tome 2 m'a un peu déçu. Celui-là ne se hisse pas au niveau du tome 1, mais est mieux que le tome 2. Donc on est plutôt sur quelque chose de positif. Dans ce tome-là, on continue de suivre la famille Melzer et les serviteurs, domestiques de leur maison, de leur villa. C'est vraiment une ambiance à la Downton Abbey, mais version allemande. Donc c'est assez intéressant puisque souvent on n'a pas le point de vue des Allemands sur les guerres mondiales. Donc là, le premier tome se passait juste avant la Première Guerre mondiale, le deuxième se passait pendant. Celui-là se passe quelques années après, au moment où ils sont en train de se reconstruire, où l'économie est très défaillante, où il y a beaucoup de chômage, beaucoup de pauvreté, où ils sont obligés de se serrer la ceinture pour pouvoir vivre de façon correcte. Et on suit toujours la famille Melzer avec leurs histoires d'amour, de relations, de job, d'histoire de famille, leur vie en fait de manière générale, tout en suivant aussi les domestiques. J'ai bien aimé ce tome, comme je disais, je l'ai beaucoup plus apprécié que le tome 2, notamment parce que j'ai
un peu plus apprécié le personnage de Kitty, que normalement je n'aime pas du tout. J'aime beaucoup la façon dont Elisabeth tourne aussi, je trouve que c'est un personnage très attachant. J'aime la façon dont on arrive à accrocher à son caractère, au fait qu'au tout début elle a l'air un peu méchante, mesquine, aigrie, mais on se rend compte que c'est surtout parce que finalement elle se sent mal aimée et elle est délaissée par sa famille, qui la traite de manière très injuste la plupart du temps. Et même si elle a du mal à surmonter ça, je trouve qu'elle arrive à s'épanouir et du coup ça me fait vraiment super plaisir de la suivre. Par contre, ce tome-là, je dois dire qu'il se concentre de manière très très forte sur la relation de Marie, le personnage qu'on découvre dans le tome 1, avec quelqu'un d'autre, et la majorité du roman va tourner autour de cette dispute entre deux personnages, et parfois c'était un peu redondant. C'était intéressant à lire, mais voilà, ça tournait en rond pendant tout le roman, et sur 500-600 pages, c'était un peu trop. J'aurais aimé que le contexte historique soit plus mis en avant. J'aurais aimé peut-être qu'on s'intéresse un peu plus aux histoires des domestiques, en tout cas que ce soit de manière un peu plus fouillée. Mais là, pour moi, c'était un peu trop, cette dispute qui prend le devant de la scène pendant 600 pages. L'autre chose qui m'a un peu déçue, c'est qu'on a l'évolution des mentalités des personnages. Donc le monde change, après la Seconde Guerre mondiale, les femmes acquièrent un peu plus d'indépendance, elles veulent travailler, elles veulent pouvoir s'émanciper, elles veulent pouvoir sortir sans chaperon. Et on a les deux personnages, donc Paul Melzer, l'héritier de la famille Melzer, et sa mère Alicia, qui ont vraiment énormément de mal à mettre un pied dans la nouvelle décennie et dans cette nouvelle époque finalement. Alors ça peut se comprendre, les changements sont toujours difficiles, c'est jamais quelque chose de facile à vivre, mais là j'ai trouvé qu'ils étaient particulièrement obtus, rigides, conservateurs, et ça les a rendus très antipathiques, du moins à mes yeux. Néanmoins, c'est une saga que je vais continuer parce que le contexte m'intéresse. J'imagine qu'on va arriver bientôt à la Seconde Guerre mondiale en plus, donc d'autant plus je suis curieuse de voir ce que ça va donner d'un point de vue allemand. Et enfin, on finit avec un petit roman qui est L'événement de Annie Ernaux. Là encore, je vous en ai énormément parlé dans ma vidéo Follow My Read. C'était le premier roman que je lisais de Annie Ernaux, depuis j'en ai un deuxième dans ma palle. Dans ce roman qu'elle a publié, je crois, au début des années 2000, elle va revenir sur son avortement clandestin qu'elle a subi en 1974, quand elle avait 23 ans. C'est un récit très court, mais très très percutant. Moi, il m'a angoissée, révoltée. On se sent mal parce qu'on est vraiment stressé pour elle. On se demande si elle va y arriver, quelles embûches vont se mettre sur son chemin, comment elle va faire pour les surmonter. Et pour le coup, elle a eu forcément beaucoup d'obstacles, puisqu'il fallait, déjà on découvre la grossesse, il faut réussir à trouver quelqu'un qui veuille bien l'aider à avorter. Les premiers médecins chez qui elle va vont tous plutôt botter en touche, ce qui peut se comprendre puisque forcément ils risquaient la prison en le faisant, donc elle va devoir compter sur le bouche à oreille, les relations. Telle personne a dit qu'il y aurait cette femme-là qui ferait des avortements, et on va suivre tout son combat, tout son parcours pour y arriver. Il y a beaucoup de moments vraiment poignants et oppressants, je trouve. Ça me semble un récit vraiment nécessaire pour se rendre compte de l'horreur que c'était quand c'était interdit, et du fait qu'interdire l'avortement ne le fait pas disparaître, ça le rend juste dangereux, et dangereux pour les femmes qui le pratiquent en fait. Par contre, au niveau du style, c'est vrai que le style d'Annie Ernaux est très particulier. C'est un style très très clinique, la façon dont elle a de raconter, ça reste très froid, même quand elle raconte des émotions, même quand elle dit j'étais en colère, j'avais peur. Il y a une façon de dire des phrases courtes, factuelles, qui fait qu'on ne ressent pas ses émotions à elle. On ressent les émotions liées à l'horreur de la situation, mais pas ses propres émotions. Et j'ai trouvé que c'était très froid et qu'on avait parfois l'impression que c'était plus comme un récit qu'elle avait écrit pour elle que pour ses lecteurs. C'est plus un cheminement, un retour en arrière, un appel à ses souvenirs, plutôt qu'un partage d'expériences dans la façon dont le texte est raconté.
Ça m'a pas dérangé parce que c'est un roman finalement assez court et comme je dis, il reste percutant. Par contre, je pense que si je lisais plein de Annie Ernaux et notamment si j'en lisais plein à la suite, ce serait un style qui me lasserait un peu. Donc à voir avec ma prochaine lecture de cette autrice. Voilà, je vous ai présenté les 5 romans de fin novembre. Je suis hyper contente d'avoir enfin fait cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce sont des romans que vous avez lus ou s'ils vous intéressent. Et on se retrouve bientôt. Salut!